Je vais commencer, on a 20 minutes, du coup je vais aller très vite sur certaines choses, puis peut-être trop dans le détail sur d'autres, parce que peut-être il y a des choses que vous connaissez. Ça c'est mieux? Vous me redirez au cas où, il y aura peut-être besoin de me redire. Comme je disais, je vais présenter des choses, certaines très rapidement, et puis certaines, peut-être des choses que vous connaissez déjà, parce que je vais faire un tout petit peu de philo classique aussi. Moi, je travaille avec un modèle particulier qui est le modèle des discussions Lippmann. Et Lippmann est dans la lignée, en fait, produit sa méthode à partir de la philosophie de John Dewey, pour ceux qui connaissent. Donc, quand on dit discussion philosophique, c'est un peu comme quand on dit philosophie, il y a plusieurs choses sous le mot, puisque quand on dit philosophie, on peut parler de l'histoire des idées, des auteurs, mais on peut aussi parler du fait de philosopher, d'essayer de s'orienter dans la pensée. Et quand on dit discussion philosophique, c'est la même chose. Donc, on peut très bien, il y a ces trois, je vous ai mis trois grandes familles de discussion philo, il n'y a aucun, je veux dire, les trois s'appellent bien discussion philosophique et pour de bonnes raisons. Et bien juste, moi, il y en a une que je préfère, qui est évidemment celle que je pratique. Je peux vous exposer mes raisons, mais tout ça est à discuter. Première chose qu'on peut trouver sous les discussions philosophiques, c'est quelque chose qui est plutôt de l'ordre du débat et de la controverse, qui travaille beaucoup les communications et les interactions sociales. Alors, j'ai mis les interactions sociales d'un certain genre, puisque parfois... Je vais essayer de faire un effort. Il faudra me retirer parce que je ne suis pas bonne pour parler fort. C'est vraiment un truc que je sais faire et puis je vais regretter le son au fur et à mesure. Mais je vais faire un... Donc je vous disais communication et interaction sociale d'un certain genre parce que parfois le débat va un peu mimer le débat du deuxième tour des présidentielles. Et grosso modo, l'idée, c'est parfois de se faire entendre très fort et pas forcément très justement. Il peut y avoir des effets de manche et des choses comme ça. La deuxième chose qu'on va trouver sous discussion philo, c'est quelque chose qui est plutôt de l'ordre d'un cours dialogué. Donc on va mettre l'accent sur l'histoire de la philosophie, l'histoire des idées, les auteurs, mais on va essayer de rendre cette transmission un peu plus active que juste un cours magistral. Et puis la discipline, moi, dans la famille dans laquelle je me range, c'est ce que Lippmann appelle la communauté de recherche philosophique. Mais quand on dit ça, on a l'impression qu'on va faire un feu de camp et puis jouer de la guitare. Donc, en traduisant en français, il vaut mieux dire laboratoire de recherche philosophique. En fait, c'est ça l'idée, c'est vraiment dans l'idée de John Dewey où on va tous devenir chercheurs. Et l'idée, c'est de s'approprier la méthodologie scientifique, une méthodologie de recherche qui permet à chacun de construire sa propre pensée. Donc, on ne met pas l'accent sur le contenu, on ne met pas l'accent sur l'histoire de la philosophie, on met l'accent sur l'épistémologie seulement dans la philosophie, principalement dans la philosophie. Donc l'idée c'est d'aller développer de la pensée critique et puis aussi des compétences sociales et politiques, puisque l'agenda de Dewey c'est quand même ça, c'est d'aller développer un public, développer des citoyens qui vont être capables de se mobiliser quand ils voient des choses qui ne fonctionnent pas bien dans le processus démocratique. Je vous ai remis, alors ça peut-être pour certains, si vous connaissez ça par cœur, je vous ai remis les branches de la philosophie parce que parfois épistémo, on ne sait pas trop comment ça se range. Donc on a l'épistémologie, l'épistémologie, notre question c'est qu'est-ce que c'est qu'un savoir, c'est la philosophie des connaissances, donc grosso modo qu'est-ce que c'est qu'une preuve, c'est ça notre question principalement. Mais je pense que vous voyez aussi que finalement en partant de l'épistémologie, on peut pas mal aussi aller réinterroger les autres disciplines. L'éthique ou la philomorale, ça va être sur les questions du bien et du mal, mais la question du bien et du mal, il va peut-être falloir que je sache comment je sais que cette valeur me paraît bonne ou me paraît mauvaise. Philosophie politique, ce serait la question du juste et du légitime. L'ontologie, la question d'être. Je vous ai grisé métaphysique parce que métaphysique, on n'est pas tous d'accord pour la laisser dans la philosophie. En tout cas, historiquement, elle a été là. Donc il y a des livres de métaphysique en philosophie. Mais quand on vient de l'épistémo, évidemment, la métaphysique, on a tendance à être matérialiste, en tout cas, essayer de tout traiter avec l'ontologie et non pas... enfin voilà, la métaphysique, c'est plus tellement notre champ. Donc je vous l'ai laissé, mais en grisé. Et puis l'esthétique, la question du beau et de l'émotion. Une fois qu'on sait tout ça, ceci vous le passe. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est quoi, quand on veut faire de l'épistémo avec un peu de tout le monde,
c'est quoi la grande posture de base, qu'est-ce qu'il nous faut comme petits ingrédients. Donc première chose, ça c'est comment finalement tout ce qui est de l'ordre des humanités, entrer dans l'acte scolaire, donc se détacher des urgences, avoir le temps de faire autre chose que du vivrier. Associer le questionnement et le plaisir, et ça c'est pas toujours... Enfin, voilà, ça peut être un vrai challenge dans nos sociétés. En général, quand on se pose une question, c'est parce qu'on n'a pas encore la réponse. On a plutôt l'impression d'être face à une lacune, donc quelque chose qu'on aurait pu savoir. Et là, l'idée, c'est de se dire que la question, c'est signe qu'il y a un trésor au bout, il y a une recherche à faire. C'est vraiment d'associer ces deux choses-là, d'associer le plaisir de la recherche au plaisir de la future découverte. Voire même juste au plaisir de chercher, en fait. Aller activer aussi de la pensée créative, il va falloir s'autoriser à explorer même des questions triviales, en fait, ou même des questions décalées, ou même des questions où on a l'impression qu'on a déjà les réponses, qu'elles sont vraiment collées dans le marbre. Parce que vraiment, il va s'agir d'aller questionner toutes ces évidences. On va aussi, au passage, essayer de distinguer le sérieux et l'esprit de sérieux, parce que quand on fait philosophie, très souvent, on peut jouer avec l'esprit de sérieux, mais c'est pas parce qu'on utilise des gros mots, des mots qui font plus de 4 syllabes, qu'on est forcément en train de dire quelque chose d'intéressant, d'intelligent et de précis. Donc on va essayer vraiment de distinguer les effets de manche, le vocabulaire très soutenu, et d'essayer de voir s'il y a bien quelque chose, tout ce gros vocabulaire qu'on peut utiliser. Ce qui fait, à faire tout ça, alors du coup, avec qui peut-on en faire? Je vous ai mis des logos de les gens d'institutions, d'associations dans lesquelles on peut intervenir, mais en fait, on peut en faire partout, et on peut en faire avec tout le monde. C'est-à-dire qu'on peut en faire aussi avec les enfants. L'idée de Lippmann, c'était vraiment d'en faire avec les enfants dès le plus jeune âge. On peut en faire pour former les enseignants, former les éducateurs spécialisés, mais on peut aussi le faire pour des publics plus spécialisés, donc notamment pour la protection judiciaire de la jeunesse, pour des adultes aussi, en fait. Parce que très souvent, il y a des adultes qui veulent faire des discussions philo avec les enfants, en disant que les enfants, ils ont besoin d'apprendre à réfléchir. Puis en fait, quand on forme des adultes qui veulent en faire avec des enfants, en général, ils ont envie de revenir, parce que finalement, prendre le temps de réfléchir, c'est pas tous les jours qu'on le fait quand on est adulte. Donc, on peut en faire aussi avec des futurs ingénieurs, des futures ressources humaines, dans des lieux de culture comme les théâtres, les cinémas, les centres d'art contemporain aussi, enfin toutes sortes, avec toutes sortes de personnes. J'aimerais assez là-dessus. Alors, sur la posture, au moment d'animer ces discussions philo, il y a deux volets en fait, de compétences, des compétences de posture qui vont vous expliquer un petit peu, j'espère que vous allez voir du coup comment un peu ça se produit, ces choses-là. En fait, première chose en discussion de Lippmann, c'est qu'on propose un petit support. Alors, dans la méthode Lippmann, au départ, il a écrit des petits romans, mais finalement, ces romans datent de la fin des années 70, sont très nord-américains, sont traduits seulement en français du Québec. Donc finalement, on va aussi surtout aller chercher d'autres supports que les romans Lippmann. Et puis surtout, ils n'ont pas été faits par des auteurs jeunesse. Ils ont été faits par des gens qui ont essayé, ont fait du mieux qu'ils pouvaient, mais ils n'ont pas toujours de grande qualité littéraire, ces textes. Donc là, moi, j'utilise pas mal les Calvin et Hobbes avec notamment les collégiens. On propose un petit support et puis toutes sortes de questions. Les participants sont invités à poser toutes les questions qui leur viennent. Et c'est pas, on ne cherche pas forcément des questions type sujet du bac. Ça peut vraiment être des questions aussi très triviales. Il y a de très bonnes discussions qui vont se faire avec des questions qui paraissent complètement triviales. Une fois qu'on a cette question, une fois qu'il y a toutes ces questions qui sont apparues, on va les inviter à choisir une question. Ils doivent s'autodéterminer sur le choix de la question. Et puis pour l'animation, là on va aller chercher des outils. C'est la posture, mais en fait ce sont des outils épistémologiques. Je ne suis pas noté à comment j'étais mariée, tout à coup je me dis, mais plus je dose dans la vie. Donc première chose, suspension du jugement, démarche sceptique, c'est-à-dire qu'on va essayer de distinguer savoir et puis opinion et croyance. Opinion et croyance, j'ai pas besoin de le démontrer, j'ai pas besoin que ce soit factuel, ça peut même être contrefactuel, je peux avoir des opinions, des croyances qui sont fausses, ça gêne personne, c'est un peu irritant, mais en tout cas, c'est pas plus gênant que ça. Par contre, si je commence à dire que c'est un savoir, si je commence à dire c'est vrai, ça marche, là il va falloir que je le démontre.
Et donc il y a toute une partie de l'animation qui va être ce travail-là, justement, de repositionner, de demander à chacun d'essayer de clarifier si ce qui est avancé est pour la personne un savoir ou une opinion, une croyance. Et puis si c'est un savoir, dans ce cas-là, on essaye de le démontrer jusqu'au bout. Et si on n'arrive pas à le démontrer jusqu'au bout, on re-range dans opinion ou croyance. Et dans ce cas-là, on ne peut pas l'imposer à tous. On évalue le raisonnement et pas la personne. Et il y a vraiment une évaluation à faire. Parfois, quand on se lance dans les discussions philo, notamment avec les plus jeunes, on a l'impression qu'il ne faut pas évaluer, que ce serait dur. Et en fait, ce qui est dur, c'est d'évaluer les personnes. Et si on n'évalue pas le raisonnement, ça veut dire que tout ce qui est dit a la même valeur et à entendre, ça peut être extrêmement violent finalement. En se disant qu'on préserve la liberté de chacun, on est en train de préserver une liberté de parole, mais pas du tout la liberté de celui qui reste assis et qui entend. On évalue le raisonnement, on essaye de voir, justement, on va repositionner en savoir ou en opinion, croyance à chaque fois. Par contre, on n'évalue pas la personne. On s'autorise à réinterroger tous les fondements de nos acquis. Je vous dis, on peut vraiment passer par des questions qui paraissent déjà valides, parce qu'il y a plein de découvertes qui sont faites comme ça aussi. Et puis, on a plein de choses qui nous paraissent là depuis toujours et qui sont finalement complètement contre-intuitives. Donc, il y a plein de choses, on a l'impression, par exemple, la séparation du corps et de l'esprit, c'est un truc qui nous est très intuitif, ça vaut peut-être le coup d'aller la réinterroger. Est-ce que vraiment mon corps s'arrête là? Est-ce que c'est séparé? Donc vraiment, on va aller reposer toutes les questions. Et pourquoi pas aussi, est-ce que, je sais pas, des questions, vraiment, des questions qui peuvent paraître bêtes, si en tout cas elles sont bêtes, on va avoir la réponse très très vite, et au passage, on revérifie nos processus de raisonnement, donc c'est pas gênant. On accepte toutes les hypothèses, mais pour examen, mais on accepte toutes les hypothèses. Deuxième chose, on fait appel au principe de charité, donc de Quine et Davidson, ça vient plutôt de la linguistique, on fait le pari du sens, c'est-à-dire qu'on fait le pari que si quelqu'un dit quelque chose, aussi idiot que ça puisse paraître, aussi fou que ça puisse paraître, il y a du sens derrière cette parole pour la personne. Et l'idée, c'est d'aller chercher le raisonnement qui est derrière. Qu'est-ce qui a pu amener la personne à penser ça, à dire ça? Et à nouveau, de se rappeler que c'est naturel d'être convaincu par le convaincant, par contre, qu'il y a des distinctions, que tout ce qui est convaincant n'est pas forcément valide. Dernière chose, le rasoir d'Occam, on a accepté toutes les hypothèses pour examen, on a essayé de les hiérarchiser, et puis, en dernier recours, on va quand même accepter, justement, on va essayer d'accepter une hiérarchie dans ces hypothèses, et dans ce qu'on ne peut pas démontrer jusqu'au bout, on va quand même essayer de trancher dans ce qui nous paraît le plus probable, le plus fiable, et puis le moins probable, ou le tellement improbable qu'on n'en parle plus. Donc ça, je vous l'ai déjà montré. Ensuite, c'est pendant la discussion, donc ça c'était pour la posture, pendant la discussion, quel est le rôle de l'animateur? À quel moment ça va devenir philo cette affaire? Ça peut être la question que vous êtes en train de vous poser. Alors je vous ai mis la liste des 13 outils. En fait, on peut même en ajouter, mais disons que déjà si vous avez une entrevue de ces 13, ce sera pas mal. Alors, il y a des numéros, j'aurais dû les enlever ces numéros. C'est pas numéroté, c'est pas le premier, le plus simple, ou le premier vient en premier, mais en tout cas, si on veut qu'une discussion soit une discussion philosophique, on va, par exemple, se demander, on va s'interroger sur les définitions. Alors la recherche de ce qui est discuté, c'est pas forcément très clair, mais c'est quand on est dans une discussion, il peut y avoir plusieurs hypothèses en présence, et puis il y a un moment, il va falloir trier dans les fils, c'est-à-dire quelle hypothèse quel exemple est en lien avec quelle hypothèse, donc c'est ça, cette recherche de ce qui est à discuter. Demande des définitions, de recherche de critères, des reformulations, ça c'est plutôt pour fluidifier, c'est à la fois une compétence sociale, puisqu'on est en train d'en faire en groupe et en parole, mais c'est finalement aussi une recherche de clarification. Très souvent, suite à une reformulation, on va voir que la définition va être plus claire, les critères vont être mis en lumière. On confronte chaque hypothèse au réel, c'est-à-dire qu'on va lui demander des exemples, mais aussi des contre-exemples. Et puis une fois qu'on a eu production d'exemples et de contre-exemples, eh bien on revient à l'hypothèse et on la remanie. Ça, c'est pas quelque chose qu'on fait en général au quotidien. En général, on donne un ou deux exemples, c'est bon. Quelqu'un a le contre-exemple, du coup on jette tout. Donc là, on va vraiment essayer de faire une recherche assez méthodique pour chaque hypothèse qu'on peut proposer. On va essayer aussi de prendre en compte le contexte, de voir si finalement on n'a pas fait une hypothèse trop large. On a testé notre hypothèse, on a l'impression que ça marche. Est-ce que ça marche toujours? Est-ce que ça marche partout?
ou est-ce qu'il y a des zones? Donc vraiment l'idée c'est d'aller voir quel est le champ de validité de cette hypothèse, quelles sont les zones qu'il va falloir écarter de la validité. On demande des raisons, et alors ça a l'air tout bête, mais personne ne sait le faire. Enfant, ado, adulte, on est très mauvais pour donner nos raisons. En général, on donne notre conviction. Au moment où on dit pourquoi tu penses ça, parce que c'est vrai. Et pourquoi tu penses que c'est vrai? Parce que c'est évident. En quoi c'est évident? Donc ça, il y a vraiment un gros travail à faire sur la production de raisons, justement de sortir de ces évidences et d'essayer d'aller voir qu'est-ce qui, à un moment, nous fait croire que ça fonctionne. L'évaluation des raisons, une fois que les raisons ont été proposées, est-ce qu'il y en a qui sont plus recevables? Est-ce qu'elles sont toutes recevables? Ou est-ce qu'il y en a qui sont plus recevables que d'autres? Ou dès qu'ils vont nous faire dire que ça, ok, c'est recevable, mais dans certains contextes seulement, et pas de façon universelle. On va aussi aller rechercher les implications et les conséquences, parce qu'une fois, si on s'est mis d'accord sur une proposition, il y a peut-être des choses qui vont venir disons, au bout de cette proposition, il y a peut-être des choses qui ne vont pas avec ce qu'on veut conserver. Et à nouveau, ça va nous faire modifier notre hypothèse. Peut-être je vous donne un exemple pour celle-là. Si on se dit bêtement, pas bêtement, on a discuté et puis on se dit finalement on ne doit pas tuer. C'est quelque chose qu'on a envisagé des exemples, des contre-exemples et on se dit qu'on ne doit pas tuer. Une des implications directes serait qu'on on interdit le suicide. Parce que si on ne doit pas tuer, je ne peux pas me tuer moi-même. C'est pas possible. Et si on se dit que si ça c'est quand même une liberté qu'on a envie de conserver, il va falloir qu'on aille remodifier notre hypothèse. Une des conséquences de on ne doit pas tuer, c'est on arrête de manger de la viande. Parce que manger des animaux, une fois qu'ils sont morts en général. Du coup, ça c'est une conséquence. Si on veut la conserver, il va falloir qu'on dise on ne doit pas tuer, mais seulement les êtres humains, et puis soi-même on aurait le droit. Et à chaque fois, on va aller modifier ça. On va aussi aller vérifier la cohérence et les liens, donc essayer de voir si ce qu'on a posé n'est pas en contradiction avec ce qu'on a dit avant. Si ça est en contradiction, certainement c'est que ou bien on a mal défini notre concept, ou bien en tout cas, il y a quelque chose à aller redétricoter par là, on ne peut pas dire à tout et son contraire. Ou alors c'est que dans le fil de la discussion, on est revenu sur certaines choses sans forcément les noter précisément. Les mises en lien, c'est aussi entre les idées, entre les personnes en fait. On essaie de voir que finalement, notre réflexion, elle s'est nourrie d'une idée de quelqu'un. Quelqu'un a eu une idée qui n'est pas forcément la mienne, mais n'empêche qu'à partir de cette idée, ça m'a amené à une autre idée qui vient enrichir la discussion. On va aussi essayer de faire une recherche sur les sophismes, d'essayer d'éviter les sophismes. Il y en a tout un éventail. Mais le premier qu'on peut utiliser en discussion philo, ce serait peut-être éviter le « je suis d'accord avec toi » ou « je ne suis pas d'accord avec toi ». Donc finalement, une sous-branche de l'attaque ad hominem, on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on n'est pas d'accord avec ce que quelqu'un vient de dire. Et ça a l'air de rien, mais je suis sûre que ça vous est déjà tous arrivé de dire ça et que la personne se crispe en face. Donc première chose, si on veut travailler sur tous les sujets, puisqu'il n'y a pas de sujet tabou, on peut aller tout interroger, la première chose à poser, c'est par exemple l'insulte. En général, tout le monde voit bien que c'est une attaque ad hominem. Mais par exemple, celle-ci. Aussi aller interroger les arguments d'autorité. Quand on s'appuie, on ne peut pas être expert en tout, mais si on va chercher une expertise, est-ce qu'on est sûr que l'expertise est bien expert du domaine dans lequel on va le chercher? Enfin voilà, il y a toute une batterie de sophismes auxquels on sera attentif. Et puis la demande d'alternative, c'est le dernier que je vous propose là pour aujourd'hui, c'est essayer, une fois qu'on a une impression de bien circonscrire le problème, on va essayer de le retourner. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film, Le cercle des poètes disparus, c'est le moment où l'enseignant propose à chacun de monter sur le bureau pour changer de point de vue sur le problème, c'est un peu ça l'idée. C'est essayer de retourner le problème pour voir tout ce qu'on n'a pas vu justement, parce que ça se trouve on est tous d'accord, parce qu'on regarde tous du même côté. On essaye de retourner le problème. Un exemple qui était assez parlant, j'étais avec des secpas à Grigny à la Grande Borne, on veut dire quoi. Voilà. Et la discussion était autour de la police. L'hypothèse, pas formulée comme ça, mais c'était la présence de la police est néfaste. Ils avaient des quantités d'exemples. Ils avaient un contre-exemple, mais la personne avait été mutée au bout de 3 mois. Il n'y avait plus vraiment de contre-exemple actif. Et on s'est dit, on a retourné le problème, on s'est dit qu'est-ce qui se passerait dans une société sans police. Et là, on a récupéré du bénéfice qui n'était pas visible autrement. Donc, ça n'effaçait pas le négatif, le négatif était bien là, mais au moins on a pu voir les deux côtés du problème. Peut-être une dernière question,
Donc ça, c'était, si on avait le temps, je voudrais faire un petit jeu, mais tant pis, je ne ferai pas le petit jeu. Sur les supports, peut-être que vous avez des questions sur les supports pour enfants, comment est-ce qu'on va identifier les supports qui peuvent permettre de faire des discussions philo. La première chose, moi je dirais, c'est, alors des bonnes discussions philo Lippmann, hein, on est d'accord que si vous voulez faire des discussions philo plus axées sur l'histoire de la pensée, ces critères-là ne sont pas forcément valables. Première chose, c'est une pluralité des thèmes, puisque l'idée c'est vraiment de partir de l'intérêt du public avec lequel vous travaillez. C'est pas d'amener le sujet, on essaye d'éviter d'amener le sujet nous-mêmes, tout simplement parce que vous risquez d'avoir du politiquement correct. C'est vous qui amenez le sujet, c'est l'adulte qui amène le sujet, donc on se dit que celui qui amène le sujet, il a la réponse, et donc on cherche la réponse attendue. Et puis il y a une autre chose, c'est l'idée de se dire que s'il se pose déjà des questions, l'attrait pour la recherche, il est beaucoup plus facile à toucher si c'est bien une question à eux et pas une question à nous. Surtout qu'avec le jeune public, très souvent, on a tendance à se dire que ça va leur plaire et puis flop. En fait, ils n'ont pas envie d'en discuter comme ça en tout cas. Pareil, pluralité des thèmes, parfois alors, on a aussi des bonnes intentions, on se dit bah, tiens, on veut discuter d'une thématique. Et on y va en frontal. Parfois, la thématique d'y aller en frontal, en fait, justement, ça va déclencher le politiquement correct. Parfois, il vaut mieux faire un détour et puis faire après des analogies. Donc, c'est pas mal si vous pouvez avoir des personnages qui mimétisent un petit peu la discussion philo, donc sont en recherche, se posent des questions, n'ont pas le même point de vue, enfin, en tout cas, discuter ces choses, que l'identification du lecteur au personnage puisse se faire, qui est en filigrane l'incrustation de l'histoire de la philosophie, ou en tout cas des questions qui peuvent... mais ça, franchement, il y en a vraiment beaucoup. Enfin, si vous avez fait philo, regardez la littérature jeunesse, il y a plein de très belles questions dans la littérature jeunesse. Et puis, alors, le cinquième critère, c'est les valeurs de la CRP, donc la communauté de recherche philosophique. Celui-là, j'aurais dû vous le briser, parce que moi, j'utilise beaucoup les Calvin-Hobbes, comme je vous le disais. Calvin-Hobbes, ils ne sont pas du tout politiques, ils ne sont pas du tout respectueux, suspension du jugement, tout ça, il faut passer tout. Pour vous donner un exemple, il y a un album qui s'appelle En avant tête de ton, va jouer dans le mixeur, enfin, c'est le genre de titre pour Calvin-Hobbes. Donc ils ne sont pas du tout politiquement corrects, et justement ça marche très très bien, parce que comme ils ne respectent pas du tout les codes de politesse, ça se voit, les codes en fait, de l'échange. Et puis en tout cas, des choses qui peuvent développer le plaisir et non l'esprit de sérieux, hein, la curiosité, quelque chose d'assez léger. Très souvent on se dit philosophie c'est sérieux, donc c'est grave, donc c'est triste, et puis on va chercher des histoires sur la guerre, la mort, c'est pas nécessaire, hein. On peut aussi faire de la philo avec le chocolat. Donc je vous ai mis quelques petits albums là que j'aime bien, La revanche de Lily Prune de Claude Ponty, sur notamment la découverte, essayer de fabriquer, et puis redécouvrir aussi des choses que peut-être d'autres ont déjà découvert avant. Il est assez chouette celui-là. Le Yakuba, qui est très très bien parce qu'on va aller travailler vraiment de l'épistémo avec ça. Je vous raconterai tout de suite là plus tard, parce que le temps passe. Non a perdu un truc, mais ne sait plus trop quoi, pour découvrir la notion de critère à partir de 4-5 ans, ça marche très très bien. Il a perdu un truc, il me cherche et il va ajouter à chaque fois un critère. Puis il me cherche le truc. En plus, c'est un livre à volets, donc il cherche vraiment le truc. Ça met plutôt en place de l'outillage, pas forcément une discussion philo avec le moment a perdu un truc, mais en tout cas, la notion de critère, ça marche bien. Et puis l'Afrique de Zygomar, alors celui-là, vraiment, il y a plein de belles choses sur comment on sait quelque chose, qu'est-ce que c'est qu'un savoir, qu'est-ce que c'est qu'un argument d'autorité, enfin il y a vraiment comment on mène un projet, qu'est-ce que l'amitié, de très belles choses là-dedans. Et puis 3 petites références bibliographiques, un Lippmann et puis 2 Olivier Houdet qui est en psychologie cognitive. Il n'est pas le seul, mais disons qu'il est au bout d'une chaîne en psychocognitive à avoir pas mal secoué l'héritage piagétien. Et donc du coup à nous proposer des choses beaucoup plus ambitieuses. Quand on lit Lippmann, en fait, on voit que Lippmann, pareil avec des trucs avec Piaget, notamment cette affaire de stade, là, il avait l'intuition, il n'a pas du tout démontré, mais il avait l'intuition, l'équipe d'Audet, c'est bien démontré maintenant qu'il y a du raisonnement, il y a même du raisonnement très complexe dès le plus jeune âge, et même avant la parole. Donc le raisonnement nous remet peut-être une autre image de l'enfance que celle qu'on peut avoir, et puis apprendre à résister, il est vraiment à destination des enseignants, donc ça se lit très facilement, et puis ça remet en place aussi c'est assez en lien avec le projet des discussions philosophiques même aussi.
Je pense qu'il y a sûrement beaucoup de choses qui sont passées qu'on va reprendre après, parce que je ne suis pas persuadée que tout le monde connaisse bien Lippmann, ni Dewey, peut-être un peu plus Piaget, c'est pas sûr. Mais... Donc, bien sûr, il y aura des questions tout à l'heure pour revenir et approfondir, mais avant ça, donc, pour respecter le temps de parole de chacun, je vais passer donc, le micro à Marine Lelong, donc, qui est prof de lettres dans un collège et qui expérimente l'opération philo-jeune. Donc, bonsoir à tous. J'ai été présentée, je suis professeure de lettres et de théâtre dans un collège expérimental et international dans le 93, à Noisy-le-Grand. Et c'est parce que je suis dans un collège expérimental que nous sommes en lien avec la cellule innovation du rectorat à la Cardi et que j'ai pu ainsi expérimenter la découverte du débat philosophique avec les élèves dans le cadre d'un nouveau programme depuis 2015 qui s'appelle Philo-Jeune. Donc ce dispositif vise le développement d'un programme d'éducation aux valeurs démocratiques et civiques avec le dialogue philosophique pour les jeunes de 5 à 16 ans. Donc il est inscrit dans les programmes de l'UNESCO à la chaire d'études des fondements philosophiques de la justice et de la société démocratique. Donc c'est un projet pilote qui doit se dérouler en plusieurs phases. Donc il a commencé en 2015 et il doit s'étendre jusqu'en 2020. Donc là, nous en sommes à la première phase, c'est la production et la validation du matériel pédagogique. Donc nous sommes environ 25 professeurs de l'Académie de Créteil, de toutes disciplines. On n'a pas de formation philosophique, on est des enseignants de toutes les disciplines, allant de lettres à EPS. Et on s'est réunis d'abord pour être formés sur la technique du débat philosophique pour les jeunes. Et ensuite, on se retrouve pour faire des retours d'expérience, parler de ce qu'on a vécu avec les élèves, et ainsi élaborer des outils qu'on met en commun sur une plateforme informatique. Donc les phases suivantes, ce sera des plans de formation, l'évaluation des impacts et l'implantation dans les réseaux scolaires en France. Donc c'est vraiment une philosophie qui est pratique. L'idée c'est de développer à la fois la créativité et la rigueur à travers le jugement critique. Donc on pratique le débat démocratique sur des thèmes plutôt qui vont toucher les jeunes, donc qu'ils vont la plupart du temps choisir parce que ça les intéresse et parce que ça leur parle. Donc, par exemple, les thèmes de prédilection vont être la liberté, l'éducation, le dialogue, le droit, la citoyenneté, la critique, l'amitié, l'amour, la dictature, l'abus, la vérité ou encore la violence. Alors pour les objectifs et les retombées, donc ce qui est important, c'est le développement cognitif de l'élève à travers donc, ce dont on a parlé, un jugement critique et nuancé, qui va être tourné vers l'actualité, les médias, les réseaux sociaux. C'est aussi un des objectifs de Philo-Jeune, c'est la lutte contre l'endoctrinement, le dogmatisme, la radicalisation, l'intolérance et les préjugés, donc le racisme, le sexisme. Une meilleure compréhension des valeurs et des postures démocratiques et civiques, du vivre ensemble et de la diversité culturelle. Donc, je vais vous expliquer comment, à travers le dispositif, on va essayer de créer en action une meilleure compréhension des valeurs démocratiques à travers le dispositif même des rôles et des responsabilités de cette discussion philosophique. C'est aussi le développement de l'aptitude à identifier et analyser les violences symboliques et psychologiques. Donc on parle beaucoup du harcèlement scolaire. Donc on va interroger les manipulations, les rapports de force, les intimidations qui sont le quotidien de nos élèves. Donc c'est vraiment en contrepoids au phénomène de décrochage scolaire, de mauvaise estime de soi, de dépréciation des institutions et du rôle citoyen. Donc, comme l'a dit Marie-Odile Plançon, qui est membre du comité logistique de Philo-Jeune,
le questionnement philosophique comme l'un des leviers incontournables du réenchantement de l'école. Développer l'autonomie des élèves et leur capacité à penser par eux-mêmes et avec les autres. C'est éveiller chez eux l'habitude d'interroger les savoirs. C'est cultiver leur faculté d'étonnement et d'émerveillement, les inciter à la créativité et à l'exercice de leur responsabilité. Donc les effets attendus de ce dispositif philogène, c'est un travail sur l'estime, sur la confiance en soi, la confiance envers les autres, l'empathie, le raisonnement moral et éthique, et l'objectif principal étant de soutenir la construction de l'identité des jeunes, son sens, ses valeurs et ses actions. Donc je vais insister surtout sur mon rapport d'expérience, que moi je suis novice en philosophie, je suis surtout professeure de lettres et de théâtre. Donc j'ai expérimenté un dispositif qui s'appelle donc la discussion invitée philosophique et démocratique, et qui est expérimenté depuis 2000 par donc le didacticien Michel Tosi, Alain Delsol et Sylvain Connac, qui est enseignant dans une école coopérative. Alors ce que je trouve, je pense que c'est très intéressant de le faire avec des collégiens, parce que c'est un moment où au programme on commence ils sont censés commencer à apprendre la pensée abstraite, même si en vérité, donc c'est Piaget qui dans les stades, qui a montré que c'était au moment du collège qu'on commençait à expérimenter et à maîtriser la pensée abstraite. En réalité, on peut la maîtriser bien avant et à l'école primaire, mais en tout cas dans les programmes, encore de manière institutionnelle, on considère qu'on éveille à l'abstraction des élèves à partir de la 5e, 4e. Alors le collège, c'est aussi le lieu où depuis 2015, on a mis en place les enseignements pratiques et interdisciplinaires, donc à partir de 2016. Et la pratique du débat philosophique s'ancre très bien dans cet enseignement, puisque l'idée c'est d'enseigner quelque chose qui transcende complètement les matières, les disciplines scolaires. C'est vraiment la philosophie comme école de la vie. Donc il y a un double objectif, un objectif politique, donc de l'apprentissage du savoir-vivre, et un objectif philosophique, c'est apprendre à penser par soi-même en pensant avec les autres. Alors les trois processus de pensée qui doivent toujours fonctionner ensemble, c'est argumenter. Donc tout d'abord, argumenter, expliquer, illustrer, justifier de façon systématique pour les élèves, c'est quelque chose qu'on va leur apprendre à faire et qui vont expérimenter vraiment avec le tâtonnement du débat philosophique qu'on doit faire de manière du coup assez régulière, environ tous les 15 jours, pour pouvoir avoir des effets sur la progression dans l'argumentation. Et contrairement à ce qu'on peut faire d'habitude, là ça fait travailler en même temps les compétences orales. On argumente à l'oral. Donc voilà, l'argumentation, c'est vraiment l'exigence intellectuelle, dire pourquoi on pense ce que l'on dit, les raisons pour lesquelles on est dans le vrai, et comme l'a montré Véronique Delille, il est très compliqué justement souvent d'obtenir les raisons. Donc le professeur, lui, son rôle, ça va surtout être d'aider les élèves à problématiser. Donc c'est l'opération la plus difficile pour un élève. C'est-à-dire qu'il va apprendre aux élèves à s'interroger eux-mêmes, à se mettre dans une posture de recherche, à suspendre leur jugement et à se mettre vraiment à douter, à devenir sceptique, à se mettre en examen critique de nos opinions, de nos croyances, pour se demander si ce que l'on sait est vraiment un savoir, ce que l'on pense savoir en tout cas. Donc en général, on va partir de situations qui sont elles-mêmes problématiques, pour justement mieux engager la problématisation. Donc ce qui est intéressant, moi ce qui a été intéressant pour mon expérience, c'est que ça m'a permis d'accentuer le changement de ma posture de professeur. Parce que là, j'étais là vraiment pour, à l'intérieur d'un cercle, pour écouter les élèves
Et je ne suis là finalement que pour justement guider les élèves dans la problématisation du débat qui est en train d'avoir lieu. Et je vais vous présenter ensuite les rôles et les responsabilités des élèves durant ce débat. Donc j'observe beaucoup ce qui se passe et je suis là pour forcer la problématisation durant le débat. Donc voilà, par des questions comme qui vont amener les contre-exemples, qui vont amener les alternatives. Pourquoi dis-tu cela? Est-ce que vous êtes tous d'accord avec ce qui a été dit? Est-ce que c'est toujours vrai? Voilà. Puis on va aussi à la fin durcir par la problématisation la conclusion du débat tous ensemble à l'issue de la discussion. Et enfin, le professeur va aussi aider, et les élèves le font de plus en plus eux-mêmes au fur et à mesure des discussions. On va travailler la conceptualisation, c'est-à-dire que systématiquement, on doit définir ce dont on parle. Définir ce dont on parle souvent par le contraire, par le contre-exemple, par l'opposition. Donc c'est vraiment une induction par le contraste. Pour pouvoir préciser toujours le sens de ce dont on parle, l'essence de ce dont on parle, et minimiser les écarts interprétatifs. Donc, pour le dispositif, on se met en cercle. Moi, c'est un dispositif qui m'est cher en tant que professeur de théâtre, parce que le cercle, c'est la mise en présence de tous les corps. On parle avec son corps, on s'engage soi-même dans sa parole, et avec ce qu'on est, avec son corps. Puis c'est aussi un rituel qui va ouvrir la discussion. Voilà, on va mettre les chaises en cercle, ça veut dire qu'on va commencer la discussion une fois que le président l'aura ouverte, de manière officielle. Donc la durée moyenne d'une discussion avec les élèves, c'est 1 heure, parce que, pour montrer aussi aux élèves que ça prend du temps de réfléchir, ça prend du temps d'élaborer une pensée complexe, et que la philosophie, c'est le tâtonnement. On ne va pas trouver une réponse, on ne va pas arriver directement à une réponse. Au contraire, on va sans doute arriver au final avec plus de questions qu'on en avait au départ. Ce qui peut être assez perturbant pour les élèves au départ, et puis en même temps, ils y adhèrent très vite. Donc les 4 règles d'or de la DVDP que le président rappellera au début de chaque discussion. C'est, première règle, chacun a le droit à la parole et au silence, mais toute parole doit être argumentée. Il est interdit de se moquer. Voilà, j'accepte la parole de l'autre, je ne porte pas de jugement sur la parole de l'autre, en tout cas, ne serait-ce que par mon corps, je réfrène, parce que évidemment, vous imaginez bien que les élèves sont très tentés souvent d'avoir des réactions très virulentes avec leur corps, même quand ils ne peuvent pas parler, et le président va être là pour dire attention, il faut que tu te calmes, il faut que tu les laisses parler, mais très vite, de toute façon, les élèves, une fois qu'ils ont connaissance et qu'ils ont compris cette règle, ils vont l'appliquer. Et enfin, la priorité est donnée à celui qui n'a pas encore parlé. Donc le président, c'est un rôle qui est pris en charge par un élève, c'est lui qui va s'assurer du bon fonctionnement de ces règles. Il correspond au rôle dans une classe coopérative du garant de la bonne communication. C'est celui qui va avertir les gêneurs une première fois, une deuxième fois, puis les exclure de la discussion. Donc c'est plus au professeur de jouer ce rôle de faire la discipline, c'est l'élève qui le prend en charge. Alors mes élèves, du coup, au fur et à mesure, grâce à un autre rôle qui est l'observateur, donc il y a plusieurs observateurs. Il y a l'observateur de la dimension philosophique, lui qui va observer la progression de la réflexion. Est-ce qu'on réfléchit bien? Est-ce qu'on a conceptualisé, justement? Est-ce qu'on a problématisé? Donc à travers une grille qu'on a élaborée ensemble en classe. Il y a l'observateur de la dimension démocratique. Alors là, il peut utiliser un cercle de parole. C'est un dessin qu'on va faire. On va mettre tous les prénoms de ceux qui sont dans le cercle. Et avec un stylo, on va schématiser comment la parole elle a circulé à l'intérieur du cercle. Donc lui, il va pouvoir à la fin faire un bilan sur est-ce que vraiment on a respecté les règles démocratiques? Est-ce qu'on s'est bien écouté? Est-ce que personne ne s'est moqué? Est-ce que personne n'a bavardé pendant la discussion, etc.
mais il y a aussi des observateurs au début de rôle, qu'ensuite on va abandonner au fur et à mesure. Mais au début, c'est très précieux parce que c'est eux qui vont observer les rôles, en particulier celui du président, mais aussi celui du reformulateur. Alors le reformulateur, c'est celui qui est là pour permettre un décentrement cognitif dans la discussion. C'est celui qui écoute. Alors il travaille une compétence de méthodologie qui est très importante au collège, qui est la prise de notes. Il va prendre en note les mots-clés de ce qui est dit, et à tout moment, le président va lui dire un tel, reformulateur, est-ce que tu peux répéter ce qui a été dit avec tes mots? Donc le fait de répéter ce qui a été dit, ça peut être pour plusieurs raisons, parce qu'il juge que c'était vraiment très très important ce qui a été dit, et peut-être que tout le monde n'a pas bien écouté, donc il faut le redire. Le professeur va aussi jouer ce rôle de faire répéter. Ça peut être une reformulation, alors plus les élèves sont âgés, plus ils vont être en capacité de le faire parce que c'est difficile. Ça peut être une reformulation de type synthèse. Bien là, quels sont les différents arguments qu'on a entendus? Parce qu'on a entendu des contre-arguments. Voilà. Pour faire une synthèse, après peut-être un quart d'heure, 20 minutes de discussion. Mais ça peut être aussi, on peut demander au reformulateur de reformuler parce qu'il y a une pensée qui a besoin d'être clarifiée. Donc lui, il va essayer de clarifier avec ses mots ce qui a été dit par un élève. Ça peut être aussi parce que là, on a eu tout d'un coup une pensée complexe qui nécessite d'être décortiquée parce que pour identifier les différents arguments qu'il y avait à l'intérieur de cette prise de parole. Donc ces observateurs, ils m'ont permis, en tant qu'enseignante, de créer des outils pour les élèves. Donc c'est eux qui, en observant les rôles, ont élaboré des outils de prise de notes. Donc, par exemple, l'outil le cercle de parole pour voir si la parole elle circule bien en la dessinant. Ça peut être par exemple questionner, bon, est-ce qu'on a encore besoin ou pas d'un objet de la parole, ou est-ce qu'on peut l'abandonner? C'est eux qui vont en juger en observant. Comment on fait pour être un bon président? Donc ils ont élaboré un tableau, on va noter le nom des élèves, on va faire des signes pour montrer qui a pris la parole, qui ne l'a pas encore prise, voilà, qui a gêné pendant la discussion, etc. Donc c'est eux qui ont permis d'élaborer un outil pour chaque rôle. Donc quand on prend en charge un rôle, on le sait à l'avance et on arrive avec son outil tout prêt au moment où la discussion va commencer. Et l'outil peut lui-même évoluer au fur et à mesure des discussions. Alors j'ai ajouté, donc ça c'est des rôles qui ont été mis en place par Michel Taudy. Moi j'ai ajouté le rôle des journalistes. Donc les journalistes, c'est ceux qui, donc on travaille par îlot dans la classe, il y a un journaliste par îlot, et lui il va être chargé de vraiment écouter pour prendre en note, et il va ainsi aider son groupe à l'issue de la discussion à rédiger la synthèse de la discussion qui a eu lieu. Et ensuite on va reprendre en classe une synthèse collective. Alors, je vais... Donc ça, c'est une image de discussion philosophique. Faut-il accepter sa réalité? Je vais finir donc par les héritages dont je m'inspire dans ma pédagogie. Donc c'est l'autonomie et l'esprit d'initiative, la méthode active de Roger Cousinet, la communauté coopérative, le tâtonnement de Freinet, la discussion comme co-construction. Donc on a parlé tout à l'heure de Lippmann avec la communauté de recherche. On réfléchit ensemble, on est une communauté dont fait partie le professeur au même titre que les élèves. Et l'interlocuteur valable de Jacques Lévin. L'élève est un interlocuteur valable, tout élève, quel qu'il soit. Et d'ailleurs, on a souvent des surprises parce que les élèves parfois très peu scolaires, en fait, se révèlent très à l'aise en discussion philosophique et vont libérer quelque chose qu'ils n'avaient pas libéré auparavant dans des exercices plus scolaires. Du coup, j'ai choisi de problématiser tous mes chapitres de lettres. Je fais élaborer la problématique par les élèves eux-mêmes au fur et à mesure de la découverte des textes. Donc, par exemple, pour Marivaux, on a travaillé une année sur « Faut-il se marier pour être heureux ?» Pour l'autobiographie « Se raconter, est-ce te la raconter ?» Pour les nouvelles fantastiques, « Qu'est-ce qu'avoir peur ?»
ou pour des témoignages de la Première et Seconde Guerre mondiale. Peut-on tout dire ? Alors ça me permet aussi de faire de la différenciation pédagogique parce que, alors, on a parlé des supports comme Calvin et Hobbes ou des albums jeunesse en 6e, mais on peut aussi, pour certains élèves, l'image va très bien fonctionner avec le photolangage. On peut aussi, pour certains élèves qui sont à même d'avoir ce genre de support, leur donner des textes philosophiques, donc qui peuvent être adaptés comme, avec les collections comme les petits Platons, où il y a certains mythes comme l'allégorie de la caverne dont on trouve une version pour les jeunes. Donc, par exemple, je me suis servi en 3e d'un corpus pour aller sur la question épistémologique du doute, de l'allégorie de la caverne, du discours de la méthode de Descartes ou encore du texte Qu'est-ce que les Lumières de Kant, que les élèves ont réussi en 3e à s'approprier, enfin, pour des très bons élèves. Voilà, ça peut être aussi partir d'une morale de La Fontaine en 6e. Voilà, il y a énormément de supports possibles qu'il faut varier pour justement accrocher tous les élèves. Et c'est aussi une évaluation par compétences. Donc j'évalue à la fin de l'année les discussions à travers les domaines du socle commun de compétences. Le domaine 1, les langages pour penser et communiquer. Et le domaine 3, la formation de la personne et du citoyen. Voilà. Je conclue. Dans les nouvelles pratiques pédagogiques, philosophiques. Donc la parole est maintenant à Jean-Paul Mongin pour, parce qu'on a déjà parlé de support et d'album, pour présenter effectivement cette collection Les Petits Platons. Merci beaucoup, bonsoir. Donc effectivement, moi j'interviens plutôt ici en qualité d'éditeur et non de pédagogue, même si je voudrais peut-être faire une simple mise en perspective sur tout ce qui a été dit et où j'ai appris plein de choses et où on a eu l'occasion d'admirer tout le travail de théorisation de la pratique pédagogique, de la pratique philosophique, ce dont moi je suis très loin parce que je raconte juste des histoires aux enfants. Mais en fait, je voulais simplement, pour dire un mot un peu en chapeau de toute cette production de théorie pédagogique autour de la philosophie pour enfants, rappeler que la philosophie pour enfants, bien sûr, elle a connu un moment très important dans son déploiement avec Lippmann, et puis ensuite, à partir de la fin des années 90, en France et au cours des années 2000, mais finalement, elle est aussi ancienne que la philosophie elle-même. C'est-à-dire que dans le Ménon de Platon, on voit Socrate attraper, comme il le faisait, au coin d'une rue, un jeune esclave qui a peut-être, je ne sais pas, 11 ou 12 ans, et puis l'amener par son questionnement à la réminiscence des principes de la trigonométrie. Chez Épicure, il y a la lettre à Ménécée, je crois, où Épicure met en garde les enfants, ou plutôt les éducateurs, d'introduire trop tardivement la philosophie dans l'éducation des enfants. Chez Montaigne, le fameux chapitre sur l'instruction, j'y reviens pas, on pourrait citer Diderot. Quand Diderot dit « hâtons-nous de rendre la philosophie populaire », il vise bien sûr un public populaire qui est très au-delà du seul public adulte, etc., etc., etc. Et donc, il est tout à fait probable que la philosophie avec les enfants a existé depuis les premières écoles philosophiques. Et d'ailleurs, je rappelle qu'avant que la philosophie soit confisquée par la scolastique et confinée dans les universités poussiéreuses qui l'ont cantonnée à la sphère académique, eh bien, les écoles de philosophie accueillaient des jeunes en Grèce en proposant une éducation qui était une éducation philosophique beaucoup plus large que la seule spécialité disciplinaire que nous appelons philosophique, puisque cette éducation comportait des pratiques sportives, des pratiques artistiques, des pratiques pneumatiques, ou qu'on dirait aujourd'hui religieuses ou spirituelles. Et donc, effectivement, à chacune de ces époques et dans chacune de ces modalités, dans chacun de ces rapports à la philosophie, se détermine la possibilité d'une pratique philosophique avec la jeunesse. Et je pense que les pratiques que nous développons aujourd'hui, dans leur diversité, correspondent aussi à la relation que nous avons à la philosophie. Je crois que ce qui apparaissait
de manière commune dans les deux exposés qui étaient précédés, c'était cette idée que la philosophie avait pour finalité la recherche d'une vérité, la vérité étant constituée en un objet de... non, pardon, j'ai surinterprété. En tout cas, il y avait cette idée d'une communauté de recherche qui était très importante dans ce que j'ai compris des dispositifs qui étaient présentés. On peut dire aussi on peut envisager la chose différemment en disant que la philosophie est d'abord la rencontre avec un maître. C'est la rencontre de Platon avec Socrate qui signe le début de la philosophie, Platon qui va dialectiser la pensée de Socrate, et puis ensuite la rencontre d'Aristote avec Platon, Aristote qui va d'une certaine façon dédialectiser la pensée de Platon, et puis ensuite de proche en proche, de maître en disciple, jusqu'à aujourd'hui. Je ne connais pas de philosophe qui n'ait été suscité à sa vocation philosophique par la rencontre d'un maître, puisque c'est la rencontre de l'unité de la pensée d'un maître qui nous renvoie à l'unité de notre propre pensée. Donc tout ceci pour dire qu'il faut avoir de ces pratiques, à mon sens, une vision qu'on pourrait dire un petit peu leibnizienne, c'est-à-dire que c'est dans la multiplicité des perspectives sur la philosophie avec les enfants que quelque chose de la philosophie se dit. Évidemment, il y a des dispositifs qui fonctionnent mieux que d'autres. On arrive à des propositions qui ont divers degrés de puissance, mais il ne faut pas se placer situé dans des querelles de chapelle. On pourrait dire que dans la philosophie, comme dans le cochon, tout est bon. Voilà. Alors pour ce qui est de ma propre approche de la philosophie, j'avais moi-même sinon une formation, du moins une déformation de philosophe, et puis après un parcours professionnel assez erratique, quoiqu'il ne m'ait pas mené jusqu'aux extrémités de l'enseignement, je me suis intéressé à ce qui se faisait justement en philosophie pour les enfants en termes d'objets éditoriaux. Et c'est là que j'ai découvert que depuis le cataclysme éditorial du monde de Sophie, que vous avez certainement lu ou dont vous avez certainement entendu parler, donc qui est paru je crois en 95 en France, et qui a formidablement porté justement cette sortie de la philosophie de la sphère académique, il y avait tout un ensemble de collections qui étaient nées, les goûters philo de Michel Puech et Brigitte Labbé, la collection Philo aux enfants qui est dirigée par Oscar Brenifier, un certain nombre de bandes dessinées de philosophie. Il y avait une très jolie petite collection aussi qui s'appelle Chouette pensée chez Gallimard Giboulet, et qui propose en fait à des philosophes de métier de s'adresser aux enfants sur des thèmes tels que regarder le paysage ou la conversation, pourquoi les hommes font la guerre, etc. Et en regardant toutes ces collections, je me suis demandé pourquoi toutes adoptaient une approche qui était une approche finalement thématique. C'est-à-dire qu'elles se saisissaient de questions, donc de questions supposément philosophiques, qu'elles allaient permettre de problématiser et de traiter. Et de mon point de vue, il est bien difficile de se dire ce que serait qu'une question philosophique. Qu'est-ce que c'est qu'une question philosophique? Est-ce que quand on dit quand est-ce qu'on mange, on est dans une question philosophique? Est-ce que quand on se saisit du thème de la liberté, on est dans un registre philosophique? Assurément pas, puisque sur la liberté, on peut avoir un discours politique, on peut avoir un discours économique, on peut avoir un discours de café du commerce, on peut avoir un discours poétique, que sais-je, qu'est-ce qui définit un discours comme philosophique? Est-ce qu'on peut définir la philosophie par son objet? Alors, à rebours, il y a cette anecdote merveilleuse, vous savez, de Leibniz qui se promène avec sa protectrice dans un parc, la princesse de Hanovre, et qui, pour lui expliquer le principe de raison suffisante, se saisit d'une feuille morte qui est là, et qui lui demande « Princesse, est-ce que vous pensez que dans votre parc, vous pourrez trouver une feuille absolument identique à celle-ci ?» La princesse envoie quelques domestiques qui reviennent bredouille évidemment à la nuit tombée, et ça amène la princesse à s'interroger pourquoi est-ce que la nature ne produit pas d'indiscernable. Et vous voyez tout de suite que ce genre de leçon de choses peut tout à fait être adapté avec les enfants. On peut commencer une question philosophique avec 2 brins d'herbe, et ça fonctionne très bien. Donc,
je ne suis pas très à l'aise pour dire qu'il y a des objets ou des thèmes philosophiques. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une histoire philosophique, c'est-à-dire qu'il y a un discours matriciel, qui est le platonisme, qui enferme en fait tous les degrés de tension des systèmes philosophiques qui vont lui succéder. Je crois que c'est Whitehead qui disait que toute l'histoire de la philosophie pouvait être considérée comme des notes de bas de page de l'œuvre de Platon. Et puis ensuite, donc, il y a ces systèmes, ou plutôt, enfin, ces pensées, la vocation systématique, si on croit avec Kant que la philosophie a pour but de faire système, où des penseurs essaient de faire justement l'expérience de l'unité de leur propre pensée. Et je me suis demandé pourquoi est-ce qu'il n'existait pas, à l'époque, donc c'était il y a 8 ans, 2009-2010, de livres qui avaient entrepris de raconter ça, de raconter l'unité de ses pensées aux enfants, de raconter Descartes, Leibniz, Kant, Heidegger aux enfants. Et je me suis demandé si on pourrait le faire et si on pourrait le faire comment. Et alors, à ce moment-là, il y avait 2 écueils qui me sont apparus assez rapidement. Le premier écueil, c'est l'écueil de la biographie. C'est-à-dire qu'on veut raconter, dire quelque chose de la philosophie d'un auteur, et on va raconter sa vie. Oui, mais ça marche pour Diogène, évidemment, par exemple, mais il y a des tas de philosophes dont il ne suffit pas de raconter la vie pour avoir dit quelque chose de la philosophie. Prenez Kant, par ailleurs. Vous savez comment Heidegger résumait la biographie de Kant à ses étudiants. Heidegger disait « Kant est né, il a travaillé, il est mort ». On a tout dit de la vie de Kant. Quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, les 3 critiques. Voilà, donc il y a l'écueil biographique, et puis de l'autre côté, il y a le danger de la vulgarisation. C'est-à-dire que la vulgarisation au mauvais sens du terme, c'est-à-dire que si il s'agit de simplifier un discours théorique en le mettant dans des mots d'enfants, ça reste un discours théorique, c'est-à-dire pour des enfants généralement ennuyeux, sauf perversion particulière, et on perd l'essentiel du sens de ce qu'a voulu dire l'auteur. Donc l'outil que j'ai trouvé pour rentrer dans ces univers de pensée, c'est la fiction philosophique, puisque au fond, dès son origine platonicienne, la philosophie ne cesse de passer d'une modalité qu'on pourrait dire théorique ou dialectique de son discours, à une modalité mythique ou fictionnelle, les fameux mythes platoniciens. Vous évoquiez tout à l'heure l'allégorie de la caverne, qui se trouve dans la République. L'allégorie de la caverne, ça se raconte très bien, c'est une histoire formidable à raconter à des enfants. Et avec ça, on peut leur faire comprendre ce que c'est qu'une théorie de la connaissance. Et donc mon approche a été celle-là, de repartir des fictions que les philosophes eux-mêmes proposent, parce que ces fictions ne sont pas simplement là pour égayer un discours qui serait par trop indigeste, mais elles sont véritablement le lieu où les philosophes produisent leurs transcendantaux. C'est la fiction du malin génie, par exemple, qui permet dans les méditations métaphysiques à Descartes de produire une doute hyperbolique. Donc il y a en fait, dans la fiction philosophique, ce moment que Kant appelle la conjecture, où la raison confie à l'imagination justement un moment de son déploiement. Et donc avec ces petits livres, donc les petits Platons dont vous trouverez des catalogues à l'entrée, je vais vous en faire passer, j'ai essayé de raconter des fictions philosophiques qui traduisent, enfin qui adaptent avec la plus grande fidélité, qui permettent de rentrer vraiment dans l'univers des grands philosophes. Donc ce sont des albums illustrés. Merci. Merci beaucoup. Ce sont des albums illustrés. Le choix de l'illustration étant de donner une sorte d'écho sensible à cette unité dont on essaye de faire la narration. Et donc, pour manifester justement ce caractère d'unité à la fois dans sa cohérence, mais aussi dans son unicité, dans sa singularité, le parti pris a été de prendre des illustrateurs toujours différents pour tous les philosophes. Et donc chaque livre peut se lire, voilà, en fait, comme une histoire, comme un album illustré, et l'enjeu ensuite des pratiques philosophiques qui s'appuient sur ces livres, que ce soit en classe ou en famille ou dans tous les contextes où ils peuvent être utilisés, et bien c'est de passer de ce registre de la narration, de ce registre de l'histoire,
au registre du questionnement philosophique. Voilà. Donc la collection comporte actuellement une trentaine de titres qui vont des présocratiques jusqu'à Paul Ricoeur pour le philosophe le plus récent. Et l'ambition est à terme de couvrir à peu près toute l'histoire de la philosophie. Voilà, donc d'avoir 80 ou 100 titres qui permettent vraiment à des enfants de parcourir comme ça l'ensemble de l'histoire de la philosophie. Voilà. Et ce sont des livres qui sont traduits dans 26 langues actuellement. Et donc, ma plus grande joie comme éditeur, c'est de penser que des petits-enfants qui vivent dans des pays où je ne mettrai jamais les pieds découvriront ces univers merveilleux et embrasseront peut-être quelque chose justement de ce rapport à l'unité de leur propre pensée par ces livres. Et peut-être que cela suscitera des conversions philosophiques. Voilà. Donc, voilà pour la collection Les Petits Platons. J'ai fait circuler des versions poche parce qu'on a fait des petits coffrets aussi avec Télérama et Le Monde, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, bien sûr, il y avait des enfants à partir de 9-10 ans qui les lisaient et qui les appréciaient, mais il y avait aussi beaucoup d'adultes qui nous disaient qu'ils allaient rafraîchir leur culture philosophique en les lisant auparavant, des élèves de terminale qui révisaient avec ça. Alors c'est vraiment pas fait pour ça, mais mais disons en complément ou en distraction d'autre chose, pourquoi pas. Et puis ensuite le pendant de cette réflexion éditoriale qu'on avait avec cette collection des Petits Platons, avec aussi tout le retour qu'on a eu sur les ateliers qu'on fait autour de la collection. Alors là, qui sont vraiment des ateliers qui sont du registre de la narration dialoguée avec les enfants, où on cherche justement à les faire rentrer dans un monde, rentrer dans un questionnement, mais où l'adulte, enfin l'animateur, a vraiment une place qui est celle de celui de transmetteur, enfin de la transmission d'un savoir, dans la mesure où on s'était demandé avec ça, enfin on s'était dit qu'il n'y avait pas de philosophie sans histoire de la philosophie, ou qu'on pouvait aborder en tout cas la philosophie par l'histoire de la philosophie. Le pendant était de se ressaisir de ces petites questions dont je parlais tout à l'heure, qui étaient des questions minuscules, ou des questions dont on pouvait se demander si elles étaient philosophiques. Et donc j'ai lancé une nouvelle collection qui s'appelle Les Tout Petits Platons, alors là qui s'adresse à des petits enfants qui sont de l'âge en maternelle, et l'idée est de rebondir sur des questions d'enfants. Donc on a trois titres qui sont sortis. Celui-ci s'appelle « Pourquoi les choses ont-elles un nom ?» C'est l'adaptation du Cratyle, mais vous verrez, très très simplifié. Il y a « Qu'est-ce qu'un doudou en tant que doudou ?» Et puis « À quoi rêvent les papillons ?» Voilà. Donc pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire pour essayer de transmettre un germe platonicien dans l'âme jusqu'ici pure et préservée des petits-enfants en maternelle. Qu'est-ce que c'est? Vous voyez? C'est un cheval. Pourquoi est-ce qu'un cheval s'appelle un cheval? Et pourquoi ça ne s'appelle pas une carabistouille, par exemple? Quand je suis avec des enfants, je leur pose vraiment la question. Peut-être me disent-ils, parce qu'un cheval, ça a des cheveux, mais alors si on coupe les cheveux du cheval, qu'est-ce qui reste? Un âne? Ou bien peut-être que s'il y a très longtemps, le premier homme qui a vu un truc qui bougeait dans la forêt et qui a dit « cheval !» Mais dans ce cas-là, il aurait pu l'appeler autrement, par exemple une girafe. Voilà, merci beaucoup. Et donc voilà, c'est que des astuces sur le nom des choses, et sur cette question finalement, est-ce que le nom des choses est arbitraire, ou est-ce qu'il y a quelque chose dans le mot qui participe de l'essence de la chose? Et on finit évidemment par renvoyer l'enfant à son propre prénom en lui disant « Et toi, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Comment tu t'appelles? Et puis, est-ce que tu serais la même personne si tu portais un autre prénom, etc. etc. » Voilà, on peut continuer des ateliers philo sans fin autour de ce thème. Voilà, je vous remercie beaucoup.
Je me suis posé la question quand je vous ai entendu l'une et l'autre, quelle était la distinction entre philosophie et instruction civique? Bon, alors que dans ce que j'ai entendu tout à l'heure, personnellement, j'ai regardé un petit peu le Malin Génie, là, ce que vous avez dit sur le Cratil est pour moi tout à fait convaincant, et je me demande, est-ce qu'on peut faire de la philosophie sans philosophie, sans histoire de philosophie, sans un corpus philosophique? Personnellement, je dois dire que je suis professeur de philosophie. Alors, je ne pense pas qu'on puisse faire de la philosophie, excusez-moi, hein, mais sans un corpus philosophique. Parce que, bon, l'argumentation, c'est quelque chose qu'on a toujours appris dans les cours depuis la 6e et même tout à fait avant. Mais on parlait bien, c'était les objectifs de la pédagogie. Moi, il se trouve que j'ai fait aussi des cours de français parce que quand je suis allée dans une petite ville où il n'y avait que 14 heures de philosophie, on m'a fait faire 5 heures de français en plus, alors que je n'en avais jamais fait. Mais dans les programmes, il était bien question de faire argumenter, légitimer son raisonnement, etc. Mais bon, il y a des présupposés, en particulier dans ce que vous avez dit. C'est-à-dire que, par exemple, bon, la démocratie, et je suis tout à fait d'accord, mais elle est là comme un présupposé indépassable. Or, bon, Platon vous dirait, plutôt le procès de Socrate vous dirait, est-ce que le nombre a raison parce qu'il est le nombre? Parce qu'il a été quand même condamné à mort. Laissez-nous répondre. Voilà, alors je... Parce que sinon, ça va pas marcher. On en pose peut-être plusieurs. Pour moi, il y a une distinction. Alors, en effet, argumenter, on va le retrouver. Pardon. Argumenter, c'est quelque chose, c'est une compétence qui est évidemment transverse. On est d'accord que c'est même pas une compétence scolaire a priori. Enfin, normalement, on est censé, juste pour vivre, c'est bien si on sait argumenter. Donc, on est d'accord que l'argumentation, c'est une compétence transverse. Mais c'est pas parce qu'il y a des compétences transverses qu'on n'est pas en train de faire quelque chose de spécifique. Pour moi, il y a vraiment, ce sont vraiment des discussions philosophiques, justement parce qu'on va problématiser, on va interroger le monde qui nous entoure, et on va avoir une pensée assez fine et assez nuancée en fin de discussion. Enfin, moi, la première fois, ce qui m'a fait rentrer dans cette méthode-là, parce que en fait, c'était aussi la question de Christiane à laquelle je n'ai pas pris le temps de répondre. Je suis allée, la première fois que j'ai entendu quelqu'un me dire il y a des discussions philo pour enfants dans l'organisation dans laquelle je travaille. À l'époque, j'étais étudiante en philosophie, je me suis fâchée. Je trouvais ça ridicule. Il y avait déjà les cafés philo, j'étais allée voir, je m'étais fâchée aussi. Je trouvais que c'était juste des effets de manche, du café du commerce, qu'il n'y avait pas de réflexion, que c'était même pas de la conférence, puisque tout le monde était conférencier, et tout et n'importe quoi, enfin je m'étais fâchée. Je suis allée voir, j'ai vu quelque chose, c'était une animatrice débutante, qui n'avait pas été formée, qui n'avait pas vraiment le bon matériel. Je me suis dit, bon, c'est pas de la philo, mais ça a une valeur pédagogique. Un petit peu le retour que vous venez nous faire. Parce que ça fait parler, ça fait argumenter très bien. Et puis ensuite, par des hasards, je me suis retrouvée dans une formation de 5 jours. Et dans cette formation de 5 jours, j'étais la seule avec l'animateur à avoir eu un parcours de philo. Je venais de finir ma maîtrise à l'époque. Il y a eu une discussion qui était assez proche de mon sujet de maîtrise, qui était autour de la construction identitaire. Et donc la discussion roulait, et puis moi j'essayais de poser des trucs, parce que quand même, je venais vraiment de rendre, je venais de faire ma soutenance. Donc j'essayais de poser mes trucs, et puis il n'écoutait rien. Alors au bout d'un moment, j'ai boudé. Parce que je n'écoutais rien, ou alors il disait ce que j'avais dit, mais ça faisait déjà 3 tours que je l'avais dit, puis là, enfin il disait ce que j'avais dit. Donc au bout d'un moment, j'ai boudé, je me suis tue, et puis à la fin d'une heure de discussion, ils avaient quasiment fait le plan détaillé de mes sous-parties de ma maîtrise. Et là, je me suis dit, ok, il y a peut-être quelque chose. Et un deuxième truc qui s'est passé pendant ce stage, alors avec des adultes, mais j'ai plein d'exemples aussi avec des enfants, il y a un moment, on avait une discussion sur la justice, et le lendemain, en buvant mon café, je me suis dit, attends, mais en fait, ça ressemble un peu au voile d'ignorance de Rawls, ce qu'on a dit hier. Et je m'en étais pas aperçue. Donc évidemment, c'est pas moi qui ai tiré le groupe vers Rawls, parce que je m'en suis aperçue le lendemain. Donc je me suis dit, ça doit être Alexandre, notre formateur. Je demande à Alexandre le lendemain matin, il m'a dit, Rawls, je ne sais pas qui c'est. Donc il y a... c'est la philosophie politique américaine, c'est assez pointu. C'est vrai. C'est assez. Voilà. Si vous ne connaissez pas, c'est parce que c'est assez pointu. En général, mais
C'est pas parce que c'est pointu que ça ne passe pas. En fait, il y a des idées qui passent dans la culture générale, et si on l'interroge finement, si vraiment on s'interroge sur les présupposés, si vraiment on va chercher exemple et contre-exemple, si vraiment on fait varier les contextes, je vous jure qu'on fait de la problématisation et des choses vraiment très très fines. Et pour moi, ça, c'est un moment philosophique. Et j'ai beaucoup plus de moments philosophiques dans ce que je fais que quand je vais visiter des classes de terminale qui s'échinent sur des textes qu'ils ne comprennent pas. Parce qu'en effet, les textes sont très enrichissants, mais est-ce qu'on arrive à les faire passer pédagogiquement? Il y a ça aussi la question, c'est que très souvent on compare finalement le balbutiement des discussions philo, parce que peut-être ce que vous avez vu n'était pas complètement convaincant, c'est possible. Et on compare ça à l'idéal du cours de terminale. Mais allez voir des classes de terminale, puis dites-moi si vous trouvez que c'est de la philosophie. Enfin, lisez les copies de terminale, quoi. Ils en ont fait un an, qu'est-ce qui passe? Et on ne peut pas partir du principe que tous les élèves sont idiots. Vous voyez, si tout le monde est idiot, c'est qu'il y a un moment, c'est notre façon, c'est notre pédagogie qui a à remettre en cause. J'ai répondu trop longtemps. Je voudrais vous donner un exemple, parce que c'est vrai que pédagogiquement, en philosophie, on a beaucoup de difficultés. Je peux vous dire que personnellement, je suis à la retraite. Ce que je faisais... Ce pourquoi il me fallait, je dirais, 2 heures de préparation au début de ma carrière, il me fallait plus de 10 heures à la fin de ma carrière pour pouvoir trouver les moyens de le faire passer. Je vais vous donner un exemple de ce qu'on trouve dans une copie de bac, une de mes élèves, la meilleure. Je lis sa copie, c'était une gentille petite. Je lis sa copie, c'était sur le désir. Et elle écrit textuellement, le plan tu n'est pas intéressant. Comment a-t-elle pu écrire une chose pareille? C'était une gentille petite et tout. Et j'ai réfléchi, j'ai compris. Je leur avais expliqué que pour Platon, tout désir du corps est un désir d'âme, n'est-ce pas? Et voilà ce que ça avait donné. Bon, alors évidemment, on connaît beaucoup d'échecs dans la pédagogie. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de difficultés. Pour moi, j'ai fait je dis, 2 heures, 10 à 15 heures, pour les mêmes contenus. Tellement il fallait se battre pour faire comprendre, pour rendre accessible la philosophie à des élèves qui ne parlent plus français. Oui, c'est une question. Je vous propose, parce que, oui, en principe, voilà, un micro est fait pour fonctionner. Alors, il fonctionne mal, c'est clair, hein, mais on va essayer que ne s'instaure pas un dialogue systématique. Donc, je voudrais au moins quelques mains qui se lèvent. J'ai vu plusieurs questions qui se posent et une réponse ou des réponses. Voilà. Bonsoir, j'aurais voulu poser une question plus particulièrement à Madame Lelon. Elle a donné des exemples de discussion, mais il y aurait un exemple tout simple tiré de la vie de tous les jours à Paris, dans la banlieue. Il y a des journalistes 2 ou 3 fois par an qui disent les transports en commun ne marchent pas, les usagers sont pris en otage. Bon, et alors après ça, on passe à un autre sujet sur la politique internationale, etc. Bon, alors, est-ce que ces simples phrases que je viens de citer et qui sont très courantes de la part des journalistes, est-ce que ça ne peut pas faire l'objet d'une discussion? Quel est le motif de la grève? Pourquoi on monte les gens contre les grévistes, etc. Est-ce qu'on ne peut pas faire un enseignement civique en même temps que des discussions philosophiques? Non, ça ne sera pas une réponse systématique, je veux plusieurs questions. D'accord? J'ai le pouvoir, j'ai la parole, j'ai le micro, j'abuse, ça n'est pas le cercle philosophique. D'autres, madame, vous n'étiez pas contente, mais vous n'avez pas envie de parler. Vous avez envie de partir. Voilà. Bon, alors, je ne peux rien faire d'autre. Y a-t-il... et pourtant, vous n'étiez pas contente. Moi, j'aurais bien aimé savoir pourquoi vous n'étiez pas contente, mais...
Ah, oh, j'ai entendu quelque chose que je vais me permettre de relire. Cette dame a dit, j'ai un problème avec les professeurs. Et comme elle est, à mon avis, plus étudiante depuis longtemps, je crois que ce problème, il est très ancien, quoi. Voilà. Mais pas tant que ça. Bon, cette blague étant de très mauvais goût ayant été faite, y a-t-il des gens qui souhaitent interpeller nos intervenants? Oui. Oui, je n'ai pas besoin de micro. C'est vrai. Je m'en excuse, professeur, moi-même. Je crois que votre question tourne autour de la reformulation. Alors, je ne défendrai pas le plan cul contre Platon. Cela dit, on peut peut-être réintroduire la médiation de la beauté, enfin, du désir de beauté qui conduit au désir du bien. Donc, je n'aurais pas accepté cette formulation, mais on peut imaginer qu'on trouve des médiations. De même pour les otages, il y a effectivement toute une réflexion qu'on peut mener, que ce soit l'horreur de la guerre avec les prises d'otages ou les échanges diplomatiques d'otages dans l'Antiquité. Il y a donc là des exemples qu'on peut opposer les uns aux autres et sans nécessairement faire référence à une culture philosophique. La culture philosophique, elle, c'est bien évident, hein. Mais je pensais poser à ce sujet, et je m'arrêterai là, je pensais à propos de la reformulation à vous poser une question, parce qu'un des rôles que vous avez prévus, c'est la reformulation, et je voulais savoir si, lorsque celui qui était chargé, l'élève chargé de reformuler, avait parlé, est-ce que souvent l'auteur de la réflexion disait « je ne me reconnais pas dans cette reformulation » ou est-ce que cette réaction était très rare? Donc c'est à vous que je pose. Ça fait deux questions. Donc pour la question de la reformulation, en fait, très souvent, le reformulateur instinctivement va dire est-ce que c'est bien cela? Enfin, très souvent, il va demander un acquiescement par rapport à la fidélité de son propos, et l'élève va dire oui ou non. Et dans ces cas-là, souvent, on va redonner la parole à la personne pour qu'elle clarifie et qu'elle précise son argument ou sa proposition. Et le reformulateur va redire autrement ce qui vient d'être dit. Pour répondre à la question, est-ce qu'on peut discuter de ce qu'on entend tous les jours dans les médias ou dans notre quotidien? Oui, bien sûr. En troisième, j'ai fait des VDP sur pourquoi et de quoi devrions-nous douter. Et on a pu comme ça s'interroger sur tout ce que les jeunes entendaient dans les réseaux sociaux, les théories du complot. Et ça a pu donner lieu à une discussion sur toutes ces choses qu'on entend et à partir de quel moment on peut les mettre en doute. Ça va être possible. C'est ce que je vais faire. Oui, mon question, reprend ce qui a été dit déjà plus tard. J'aimerais que chacune des intervenants interviennent. C'est effectivement, ça revient à la question de qu'est-ce que c'est que la philosophie, dans une certaine mesure. C'est-à-dire, est-ce que ces discussions, en quoi sont-elles philosophiques? Toute discussion argumentée sur une question quelconque, sans connaissance de ce qu'on appelle, entre guillemets, les philosophes, ou sans lien avec ce qu'on appelle les philosophes, comme l'a dit l'intervenant, de Platon à Ricoeur, est-ce que ces discussions argumentées, raisonnées, ces débats, comme on en fait peut-être aussi un peu à l'université populaire, dans une certaine mesure. Alors, est-ce qu'on ferait la philosophie en se répondant, en argumentant, voilà. Donc,
Voilà, donc c'est ma question. Hein. Je vous arrête. Alors, moi j'ai posé ma question, mais qui est un petit peu semblable à celle-là, c'est qu'on a parlé des nouvelles pratiques de la philosophie, mais j'avoue que je reste un peu sur ma faim parce qu'on n'a pas tellement délimité quel était le champ de la philosophie. Et d'ailleurs, quelqu'un a dit, mais est-ce que c'est de la philosophie ou est-ce que c'est de l'éducation civique? Et moi j'avoue que je suis un peu gênée avec ça parce que la seule philo que j'ai fait, c'était il y a très longtemps en classe de terminale. Mais depuis, j'ai quasiment pas, je me suis pas intéressée tellement à philo, et là, bon, voilà, j'ai un petit manque, puisque on parle de pratique de quelque chose sans définir ce qu'est la philosophie. Non, mais j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que vous avez exposé votre méthode de travail. Donc ça, c'était une découverte, ces méthodes canadiennes avec les enfants, les adolescents. Ça, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Mais effectivement, comme la dame, j'étais déroutée parce que je venais pour une conférence de philosophie. Moi, j'ai souvent assisté à des conférences de philosophie avec un philosophe. Voilà, donc effectivement, j'ai été un petit peu déroutée, mais vous savez que vous c'était intéressant. Juste, il y a un mot qui m'a déçu dans ce que vous avez dit à la fin, vous avez parlé d'évaluation. Et là, ça m'a fait un petit choc parce que je ne pensais pas du tout que ce genre de travail pouvait être évalué. Ça, j'ai trouvé ça un peu difficile pour les enfants. Ouais. Je vois que vous avez beaucoup de questions, hein, vous allez pouvoir répondre. En fait, vous avez tout à fait raison, mesdames et messieurs, et on aurait certainement dû commencer par là, parce que quand on fait de la philosophie avec les enfants, on commence précisément par là. Je pense qu'on commence, enfin tous les trois, ou la plupart des praticiens en philosophie, par se demander qu'est-ce que c'est que la philosophie. C'est quoi cette bestiole-là, un philosophe? Ça vous fait penser à quoi comme mot? Et est-ce que vous ne connaissez pas un prénom qui commence un peu comme philosophe? Ah oui, ton papa il s'appelle Philippe. Et toi tu sais ce que ça veut dire, le prénom de ton papa? Et donc on part dans les étymologies, et puis ensuite dans les étymologies de Sophie, hein, Sophia, est-ce que tu connais une Sophie? Est-ce qu'elle est sage, la petite Sophie des malheurs de Sophie? Et une fois qu'on a défini la philosophie comme un amour de la sagesse, ou comme une sagesse de l'amour, on se demande si on a répondu à notre question. Mais alors il faudrait qu'on sache ce que c'est que la sagesse. Et puis il faudrait qu'on sache ce que c'est que l'amour. Et en partant dans ce travail de définition de ce que sont l'amour et la sagesse, et donc on rentre déjà dans une pratique philosophique et on en vient à raconter, pour ma part, comment le premier philosophe, Socrate, précisément, se définissait comme philosophe en tant qu'il était amoureux de la sagesse dont Athéna, la déesse, protégeait sa ville, et il était tellement amoureux de la sagesse qu'il aurait voulu pouvoir embrasser la sagesse qu'il aime, et pour ça lever le voile sur cette sagesse. Et ce geste de lever le voile, ce dévoilement se dit en grec aletheia, et aletheia, donc vous savez, c'est le mot que les Grecs utilisent pour dire la vérité. Et comme ça, c'est pour ça que je m'étais permis de parler tout à l'heure de recherche de la vérité, on arrive à faire comprendre aux enfants ce qui est pour moi essentiel dans la philosophie, c'est que la philosophie, c'est un rapport à la vérité, c'est justement, non pas le fait de posséder la vérité, mais de pouvoir embrasser cette sagesse qu'on aime pour avoir son âme mêlée à celle de la sagesse, et que ça passe par une quête de la vérité, et puis par ailleurs que ce travail de la vérité passe par un travail de définition, donc c'est la fameuse dialectique platonicienne. Le philosophe, c'est celui qui essaie de ranger ses idées, qui essaie de dire la totalité de l'expérience qu'il a du monde dans la définition d'un certain nombre de mots, mais d'un nombre de mots qui est toujours fini, même si les philosophes inventent de nombreux mots. Et c'est comme ça, je crois, qu'on arrive à... Enfin, que moi j'essaie de tenir les dimensions essentielles de la pratique philosophique avec les enfants. Est-ce que je peux vous juste nuancer sur le sens du mot Sophia? Ce n'est pas la sagesse, c'est le savoir trait d'union sagesse. Et justement, Socrate le met en question.
s'il avait voulu être ça, il se serait désigné comme Sophos. En disant philo-Sophos, il dit précisément je ne suis pas ça. Bien sûr, il ne possède pas la sagesse, sinon précisément, pas plus que quand on est amoureux, on possède celle qu'on aime. On est bien oui, souvent en fait avec les élèves on part d'un tableau, on met beaucoup de questions et on va se comparer les questions, en quoi est-ce que cette question elle va être philosophique et en quoi celle-là ne l'est pas. C'est en ayant des exemples de questions, souvent les élèves comprennent la différence. Et assez rapidement, ils vont poser des mots sur ce qui est une question philosophique avec des mots très simples. C'est une question à laquelle il est très difficile, on a besoin de beaucoup de temps, voire toute la vie pour y répondre. Bon, on a plus de questions à la fin que quand on commence à y répondre, etc. Enfin, il y a des choses, des mots qui vont poser assez vite sur ces questions-là et ils vont percevoir ou avoir des intuitions de ce qu'est une question philosophique. Alors, du coup, comme on sait qu'on ne fait pas de l'éducation civique et des choses comme ça, pour moi, on ne fait pas de l'éducation civique parce que l'idée, c'est que chacun réussisse à avoir ses processus de raisonnement et à les affiner. Et on n'est pas au bout obligé d'avoir la même réponse. Enfin, et justement, on peut tout questionner. Et moi, j'ai du mal avec les synthèses. Enfin, les synthèses en fin de discussion philo, elles sont forcément que sur les outils dont je vous ai parlé. C'est-à-dire, est-ce qu'on a défini, est-ce qu'on a identifié des présupposés, est-ce qu'on a produit des exemples et des contre-exemples et on a remanié nos hypothèses. C'est ça une fin de discussion, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. C'est pas sur du contenu. C'est en ça où il n'y a pas un contenu préétabli qu'on transmet derrière. Alors qu'en éducation civique, il y a un contenu voilà, on a à transmettre des choses et ces choses, elles seront retenues à la fin. Là, c'est pas ça qui se passe selon moi sur les discussions philo. Et je comprends que ça puisse... Alors, ça n'est pas de l'histoire de la philosophie, ça on est bien d'accord. Si pour vous la philosophie c'est uniquement de l'histoire de la philosophie, ça n'en est pas. Et ça n'a pas la prétention d'en être. Ce n'est pas de l'histoire de la philosophie. Par contre, pour moi, c'est de la philosophie parce qu'on va tous se mettre à réfléchir. Et si on pense que philosophie c'est de l'histoire de la philosophie, alors la philosophie apporte des réponses. Si on pense que philosophie, c'est philosopher, alors la philosophie, en effet, elle apporte des questions. Quand on a fini notre travail de philosophe, on a plus de questions qu'au début. L'idée, c'est vraiment d'aller retrouver les questions qu'on a abandonnées pour redonner de la liberté, ou en tout cas de la souplesse, à une question qui n'avait pas de réponse, qui allait dans le mur. Et je vais essayer de vous donner un exemple qui, pour moi, est une très belle question. Enfin, j'ai fait, avec tout âge, de très belles discussions, pour moi très philosophiques, puis vous me direz si vous êtes d'accord, qui est une question toute bête et très triviale, et j'aime beaucoup ces questions-là, parce que du coup tout le monde se sent autorisé à participer. Alors qu'avec un texte philosophique, vous perdez plein de gens qui pourtant réfléchissent, qui pourtant se posent plein de questions sur le monde. Et ma question à la con, parce que c'est vraiment une question à la con, c'est est-ce qu'un chien sait qu'il est un chien ? Et bien avec est-ce qu'un chien sait qu'il est un chien, j'aime autant vous dire qu'on fait une très belle discussion philosophique. Parce qu'on va aller se demander, mais comment on sait quelque chose ? Parce que le chien ne parle pas. Donc comment on sait ce qu'il sait ? Et savoir ce qu'on est, est-ce que c'est avoir conscience de soi-même ? Ou est-ce que c'est avoir conscience, s'identifier à un groupe ? Ou juste savoir qu'on est dû identifier du pareil et du pas pareil, ou en même temps c'est des chiens, mais franchement ils ne sont pas tous pareils. Vous voyez qu'à travers ce truc, donc qu'est-ce que c'est qu'une espèce ? Est-ce que le chien peut être un chien ou il peut seulement être un Rottweiler ? Et puis vraiment, on va passer par toutes sortes de questions, et puis en général on passe par le stade du miroir. Qu'est-ce que c'est, je vous ai déjà dit ça, qu'est-ce que c'est que la conscience ? Qu'est-ce que c'est que l'espèce ? Est-ce qu'il faut être intelligent pour avoir conscience de soi ? Du coup, c'est quoi l'intelligence ? On va passer par toutes sortes de questions, avec une question aussi bête que ça. Et puis aussi, on peut aussi entendre la question, est-ce qu'un chien sait qu'il est un CHIEN ? Donc du coup, qu'est-ce que c'est que le langage ? Est-ce que le langage humain est transmissible à d'autres espèces que les humains ? On rentre dans des questions qui sont, selon moi, de très belles questions épistémologiques. Pardon. Mais vous êtes un public d'université populaire, ça veut dire qu'on ne sait jamais qui vous êtes. Et du coup, on attrape par un bout ou par un autre. Vous allez retrouver Véronique. Pouvez-vous reformuler la réaction ? Pardon, il y a une dame au premier rang qui disait « Ah, mais c'est ça dont on aurait eu besoin au tout début ». Comment on gère ça en mineur avec public d'enfants maintenant, vous voulez savoir comment on fait. Concrètement, vous avez soulevé des questions très intéressantes, mais comment on fait concrètement ? Comment on arrive
à canaliser tout ça à faire avec les choses. Alors, pas seulement avec les enfants, hein, il faut canaliser. J'aime autant vous dire qu'avec les adultes, c'est rock'n'roll tout autant. Hein. Combien de temps ça fait, en toutes les questions que vous avez soulevées, en combien de temps vous pouvez les évoquer? Je ne sais pas les évoquer. Ah mais devant. Parce que là, vous avez fait ça par équipe, vous étiez toute seule. Ouais, je suis toute seule. Vous laissez quand même, ça dépend de la taille de votre groupe, mais si vous avez. Moi je travaille que avec des demi-groupes, moi j'aime pas les groupes entiers. C'est vrai que vous n'êtes pas dit non plus. Mais quand on est une quinzaine, sur cette discussion-là, grosso modo, on peut arrêter au bout de 25 minutes, c'est hyper frustrant. On peut arrêter au bout de 2 heures, c'est hyper frustrant. On peut arrêter au bout de 4, c'est hyper frustrant, mais on a faim. On peut y passer la journée. Évidemment. Voire même, on peut y passer un mois. Hein. Si on n'est pas écœuré de la même question, il y a de la matière. Et elle est idiote, ma question. C'est pas une... Mais oui, non mais je veux dire, elle est idiote au sens trivial. Pardon. Mais je veux dire, c'est pas une question que vous allez trouver dans un manuel de philosophie. C'est pas une question du sujet du bac. Premièrement, pour le modifier la parole. Toute petite question, je ne sais pas si vous pourrez répondre, c'est justement en écoutant vos méthodes, mon questionnement c'est pourquoi justement on ne pourrait pas commencer cette philo au sein de l'éducation dès l'école primaire pour que ce questionnement chemine tout le long de la scolarité pour arriver après à justement aux philosophes, à la théorie, enfin des choses plus... Et c'est moi, c'est mon... Parce qu'un an de philo dans un cycle, c'est... Effectivement, comme vous disiez, les copies du bac philo sont pas terribles, quoi. Donc, moi, c'est mon grand questionnement que j'ai un peu de perte par rapport à ça. Merci. Effectivement, je crois que c'est une question qui est un serpent de mer sur ces pratiques philosophiques, d'autant que, vous l'avez rappelé, je crois tout à l'heure dans la TV, il y a de nombreux pays dans lesquels soit il n'y a pas de philosophie, au sens où il n'y a pas d'enseignement de la philosophie disciplinaire comme on entend en France, soit il y a de la philosophie qui peut être dispensée dès le collège, parfois même en Amérique latine c'est très répandu, dès le primaire. Je voudrais simplement faire un peu, là, pour le coup, le temps c'est pratique, au sens où la philosophie, réserver la philosophie en classe terminale, ça avait quand même un sens. C'est-à-dire que à l'origine, la philosophie venait couronner l'acquisition des savoirs disciplinaires et avoir la fonction de rite de passage vers l'enseignement supérieur. On peut déplorer que ce soit plus forcément le cas, que du fait du couperet du baccalauréat, les élèves soient bien souvent, et c'est malheureux, amenés à avoir une approche utilitariste de la philosophie, alors que précisément, la philosophie, elle se déploie sur l'espace d'un discours qui est l'espace du loisir. C'est parce que Socrate n'a rien à foutre de ses journées qu'il demande à tous les gens qui trouvent de lui raconter des discours qui ont été tenus 20 ans plus tôt, et les autres lui répondent, après tout, Socrate, nous en avons bien le loisir. Et effectivement, ce qui manque aux élèves de classe terminale, certainement, c'est le loisir. Voilà. Mais d'un autre côté, enfin, voilà, il y avait un sens à cette classe de terminale qui était appelée la classe de philosophie. Je dirais aussi, et là c'est peut-être pas très politiquement correct, que ce fait de réserver la philosophie à la classe terminale a préservé le corps des professeurs de philosophie des effets désastreux de la massification qu'on a vu dans de nombreuses autres disciplines. Non pas que tous les professeurs de philosophie soient de merveilleux pédagogues. Vraiment, quand vous n'avez que 30 places à l'agrégation, vous savez au moins que ceux qui la passent, enfin qui l'obtiennent, ils savent un peu de philosophie. On aimerait bien voir ça partout. Voilà. Pour autant, évidemment, il y a un enjeu qui est essentiel au moment où les adolescents se construisent, à éveiller leur esprit critique, à les accompagner aussi dans l'acquisition des savoirs fondamentaux, parce que quand on fait de la philosophie, vous l'avez dit tout à l'heure, on est au plus près des compétences du socle. On est dans la maîtrise de la langue, on est dans l'apprentissage de l'écoute de l'autre, dans l'argumentation, dans l'éveil de l'esprit critique. Et il y a eu des études qui ont montré que les établissements où il y avait des pratiques philosophiques qui étaient développées à destination des élèves, c'était des établissements où la violence baissait. Donc il y a des effets concrets. J'en rajouterais aussi, et là je prêcherai un peu plus pour ma paroisse, que l'expérience qu'on propose à des enfants qui vivent beaucoup dans l'immédiateté, qui sont beaucoup suspendus aux écrans, de se rendre compte que les questions qui les habitent
et qui les habitent vraiment tout au fond de leur cœur. Parce qu'il y a des tas de questions philosophiques et des questions qui peuvent être très rigolotes pour les pratiques philosophiques, mais à la fin, on arrive souvent sur des questions qui sont véritablement décisives pour la question qui va donner ou pas du sens à leur vie. Et bien, ils découvrent que ces questions, il y a des hommes et des femmes qui, il y a 500 ans, il y a 1000 ans, il y a 2500 ans, se les sont posées de la même façon. Et bien, ça, c'est, pour beaucoup d'entre eux, un bouleversement complet. Et j'aurais plein d'anecdotes à raconter. Souvent, quand on fait des ateliers philo, justement, il n'y a pas de philosophie dans les SECPA, dans les lycées professionnels, et où les jeunes viennent nous voir après en disant « Oh, monsieur, vous pouvez retourner la tête, là !» Et en fait, c'est bizarre, c'est que ça a marché, mais effectivement, leur donner la profondeur et leur faire éprouver ce qui est absolument unique dans l'ensemble des discours humains, parce que, par exemple, toutes les disciplines scientifiques, la façon dont un grec ou même un scientifique de l'époque moderne pratiquait sa discipline, ça n'a plus rien à voir avec la façon dont on l'exerce aujourd'hui. Le théâtre même, on ne se représente pas ce qu'était le théâtre, cette espèce d'immense cérémonie à la fois liturgique et civique pour un grec. En revanche, on fait de la philosophie exactement de la façon dont Platon faisait de la philosophie. Et bon, Boccaccio peut-être un certain nombre de pratiques théurgiques, etc., mais en tout cas, le questionnement, il nous est absolument contemporain. Et l'épreuve de cette contemporanéité, je pense que c'est quelque chose d'essentiel à transmettre aux enfants. J'ai été trop long, pardon. Vous avez une façon de généraliser et de nous associer à ce que vous dites qui parfois est compliqué. Pour moi, on ne fait pas de la philosophie de la façon dont faisait Platon. Enfin, en tout cas, ça n'est tellement pas mon propos, quoi. Vraiment pas. Je ne cherche pas à fabriquer des races d'or et des races d'airain, vraiment pas. Vraiment pas. Et du coup, je me sens associée à ça. C'est peut-être pas ça que vous avez dit. En tout cas, juste pour répondre à votre question de pourquoi on ne fait pas ça plus tôt, en fait, on le fait. On fait ça dès, en effet, à la conception maternelle. Voilà. C'est comme ça. Si, c'est dans le programme. Alors, c'est pas totalement dans les programmes, mais en tout cas, c'est recommandé comme outil pour le fameux cours de morale laïque qui a été inscrit dans les programmes il y a 2 ans, qui risque de sauter l'année prochaine. Mais en tout cas, dans les outils pour faire ce fameux programme de morale laïque, dans les recommandations, il y a pourquoi pas utiliser des discussions philo. Mais non, pas toutes les écoles. Pas toutes les écoles. Mais, enfin, ça a commencé en 2000, notre aventure, vous voyez, donc... en tout cas, ça n'est pas parti.